Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Conversation secrète, le podcast. Aujourd'hui, clope au bec et regard hagard, nous retrouvons le détective privé le plus à l'ouest de Los Angeles. Drôle, déphasé et mélancolique, l'incarnation de Philip Marlowe par Elliott Gould dans The Long Goodbye de Robert Altman est restée gravée dans les mémoires, à tel point qu'il méritait bien qu'on y consacre une émission. Hey! Hey, Mrs. Wade! Pendant plus de 2 heures, j'ai expliqué au producteur que le seul acteur capable d'incarner Marlowe aujourd'hui était précisément Elliott Gould. Propos de Robert Altman. Je n'aurais jamais tourné The Long Goodbye sans lui. Ce qui m'a décidé, c'est ce que je connais de sa personnalité, cette sorte de détachement qui lui est propre. Il est toujours habillé pareil, porte des cravates de prise unique et serait bien incapable d'être tiré à 4 épingles, même s'il s'y est forcé. Pour le transformer en Marlowe, une chemise blanche, toujours la même, et un costume mal assorti suffisaient. Entendre les mots de Robert Altman, on comprend bien que The Long Goodbye, sorti sur les écrans américains en 1973, est, au-delà de la commande de producteur, le fruit d'une collaboration et d'une envie commune de s'amuser à donner corps à un personnage mythique de la littérature américaine. Adaptation d'une nouvelle de Raymond Chandler, le film met en scène Philip Marlowe, célèbre détective de fiction outre-Atlantique et qui avait déjà connu les honneurs du grand écran à plusieurs reprises, notamment avec l'interprétation mémorable d'Humphrey Bogart pour Howard Hawks dans Le Grand Sommeil. Irrévérencieuse, la mise en image d'Altman se détache de la narration donnée par Raymond Chandler pour mieux croquer les années 70, et le personnage du détective est tourné en dérision par l'exécution espiègle d'Elliott Gould. À vrai dire, je me moquais de l'intrigue. Chandler lui-même n'y prêtait guère d'attention. Ce qui l'intéressait, c'était les personnages, leur attitude, leur caractère. The Long Goodbye est beaucoup plus une satire des films noirs, des films de privé que des pulp magazines ou des romans de Chandler. Se délestant d'une adaptation trop fidèle et trop figée, Robert Altman s'attaque avec son personnage mythique à une relecture du film noir américain. Après le film de guerre, transformé à la sauce potache dans MASH, Palme d'Or du Festival de Cannes 1970, et le western avec le glacial et jubilatoire John McCabe, le réalisateur s'applique une nouvelle fois à détourner les codes d'un genre bien balisé à Hollywood, celui du polar et du film noir. En pleine nuit, Terry Lennox demande à son ami Philip Marlowe, un détective privé, de le conduire de toute urgence au Mexique. Ce dernier accepte, mais à son retour, il est fraîchement accueilli par la police. Sylvia, l'épouse de Lennox, a en effet été retrouvée assassinée et Marlowe est inculpé pour meurtre. À la lecture de ce synopsis, on se croirait effectivement tout droit revenu dans les années 40, période de l'âge d'or du film criminel américain. C'est pourtant bien au début des années 70 que se déroule l'action. Bien loin de se fixer sur l'intrigue, Robert Altman nous donne à voir une errance dans le Los Angeles des années 70 et se plaît à nous faire rencontrer une galerie de personnages tous plus fous et farfelus les uns que les autres. En s'attaquant au film noir, le réalisateur du Missouri se place dans un renouveau du genre à Hollywood. On aura ainsi vu, à la fin des années 60 et au début des années 70, quelques metteurs en scène s'attaquer au polar pour construire un corpus qu'on pourrait qualifier de néo-noir. On y retrouve pêle-mêle John Borman avec Le Point de non-retour, le Chinatown de Polanski ou encore les films de Scorsese comme Mean Street ou Taxi Driver. Ce dernier scénarisé par Paul Schrader qui en 1971, alors qu'il était encore critique, publiait dans la revue Film Comment ses notes sur le film noir. L'universitaire américain Robert Porfirio tentera lui un rapprochement entre cette éclosion nouvelle et les films des années 40, disant, et je cite, « Ce qui rend vivant le film noir aujourd'hui est plus que de la nostalgie. C'est l'humeur sous-jacente de pessimisme qui mine et empêche le happy end, et empêche également les films d'être de purs films hollywoodiens de divertissement. »
Cette définition semble ainsi coller comme un gant au film qui nous intéresse aujourd'hui, et plus largement à l'époque de troubles qu'elle dépeint. Nous avions, lors de notre émission consacrée à Shampoo de Hall Ashby, déjà beaucoup parlé de cette époque charnière dans l'histoire américaine qui se trouve à un croisement, celui de la fin des illusions libertaires, de la guerre du Vietnam et de la naissance du néolibéralisme avec notamment l'arrivée à la présidence de Richard Nixon. Sans jamais appuyer sur ce point de vue politique, Robert Altman nous promène dans cette Amérique post-60s en nous faisant adopter le point de vue de Marlowe, héros mélancolique devenu anachronique, comme projeté ici après une absence de 2 longues décennies. C'est un personnage qui sort d'un sommeil de 20 ans. Il ne peut pas avoir de prise sur le monde qui l'entoure. Dès le prologue, je voulais prévenir le public qu'il n'allait pas voir le Marlowe qui l'attendait, qu'il connaissait. Qui a eu l'idée du chat ? Je m'en souviens plus. Mais je voulais de toute façon utiliser un chat. Vous savez que Chandler les adorait. La scène s'est précisée lorsqu'un ami m'a raconté que son chat n'acceptait qu'une seule marque de pâté. 10 minutes pour un prologue sans aucune action. C'est très très long. J'en suis très fier. Effectivement, dès le début du film, le ton est donné. Elliot Gould se lève, alerté par le ventre vide de son chat. Marlboro aux lèvres, il doit sortir en pleine nuit pour acheter de quoi contenter son vorace animal. Sur le balcon, devant chez lui, des femmes qui dansent seins nus lui demandent d'en profiter pour acheter de la pâte à cookies afin de préparer des space cakes. Au drugstore, malgré la quantité de choix, il ne retrouve pas la pâtée préférée de son chat. De retour chez lui, il tente de tromper son félin en transvasant les mauvais aliments dans la bonne boîte de conserve. Pas dupe, la bête se carapate. Dit comme ça, le début de The Long Goodbye pourrait paraître dissolu et pour le coup un peu ennuyeux et anecdotique. Pourtant, cette ouverture indolente, aussi douce que subtile, aussi cocasse qu'étonnante, dit beaucoup de ce qui se déroulera par la suite. Et comment ne pas parler dans cette ouverture de la musique et de son traitement ? Le faux standard composé par John Williams hante encore nos oreilles des jours après le visionnage de The Long Goodbye. Il est ici multiple, haché, diégétique et extra-diégétique, sortant des transistors d'une auto ou bien des enceintes d'un supermarché, chantonné par Marlowe lui-même, passé à la moulinette de différents styles musicaux. Bref, j'ai ainsi compté pour cette ouverture pas moins de 5 versions, qu'elles soient instrumentales, chantées par une voix masculine ou féminine. Mutante, la musique nous montre ici le caractère insaisissable du monde qui entoure notre détective privé. Alors que les films paranoïaques vont fleurir à Hollywood dans le courant des années 70, on pense bien sûr aux 3 jours du Condor, à Tiens, Conversation secrète, ou encore à cause d'un assassinat de Pakula, Robert Altman place d'emblée son héros dans un univers tangent. De même, le fameux et superbe chat évoqué plus tôt, ce chat, génial acteur au passage, qui refuse la pâtée qui lui est offerte malgré le subterfuge de son maître, ce chat, là encore, nous fait constater dès l'entame du film qu'il ne faut pas se fier aux apparences et toujours aller au-delà de ce qu'on veut bien nous faire croire, quand bien même on est un innocent matou. Et tel chat, tel maître, puisque c'est en refusant de croire la vérité affichée dans les journaux et affirmée par la police, à savoir le suicide de Lennox, son meilleur ami, que le détective Marlowe va se retrouver au cœur d'une intrigue aux multiples facettes. Et Altman, en une introduction, nous dévoilait l'essence même de son film. Ainsi, dans une Amérique en pleine crise du Watergate, le réalisateur nous montre lui aussi dans un cinéma américain, enclin à la mise en scène du doute, qu'une vérité tangible est toujours à questionner, que chaque affirmation peut être contredite. Notre détective va ainsi apprendre à ses dépens que l'on ne peut plus compter sur personne, et que les valeurs qui étaient les siennes n'ont aujourd'hui plus cours. There's a long goodbye, and it happens every day when some passerby invites your eye to come her way. Even as she smiles a quick hello, you let her go, you let the moment fly. Too late you turn your head, you know you said a long goodbye. Can you recognize the theme on some other street?
two people meet as in a dream, running for a plane through the rain. If the heart is quicker than the eye, they could be lovers until they die. It's too late to try when a missed hello becomes a long hello. Recognize the thing on some other street. Two people meet as in a dream, running for a plane through the rain. If the heart is quicker than the eye, they could be lovers until they die. Late to try when a missed hello becomes a long goodbye. Don't you try to be nice to me now. I'm leaving and it's goodbye. I ain't running after you in the rain when you're catching a plane. No more. Goodbye, goodbye, goodbye. I'm through this time and I mean it. In fact, I don't know if I ever even did like you, except for your body. Your body was good. Well, let's say so long. Parmi les 15 versions que compte la bande originale du maintenant standard de John Williams, il fallait bien en diffuser une dans son entièreté. Il s'agissait ici de la version chantée par Jack Sheldon et que l'on entend dès le début du long métrage. Vous êtes bien à l'écoute de Conversations secrètes et l'on poursuit notre exploration du privé de Robert Altman. Comme de nombreux films noirs, The Long Goodbye a lui aussi sa femme fatale. Même si sur cette relecture du genre, elle semble moins vénéneuse et plus effacée que dans les classiques, elle en respecte néanmoins de nombreux codes et reste le personnage pivot du film autour duquel vont ensuite se nouer tous les enjeux dramatiques. Incarné par Nina Van Pallant, qui aura eu une courte et discrète carrière à Hollywood, le personnage d'Eileen Wade jouera pour Robert Altman ce rôle de catalyseur. Car à bien y regarder, et attention, spoiler, on peut se demander si cette femme fatale-là n'a pas poussé purement et simplement son mari au suicide. Elle qui avait déjà sous-entendu qu'il pourrait être un assassin et qui d'un autre côté aguiche et fait les yeux doux à John Marlowe. C'est elle aussi qui sait où se trouve Lennox, que notre détective recherche envers et contre tous. Ce même Lennox avec qui elle a une liaison et avec qui elle se rend complice d'un meurtre et d'une usurpation d'identité. Le pouvoir des femmes fatales prend tout son sens quand on le compare à l'impuissance masculine. Ces derniers mots sont ceux de Jean-Pierre Eskenazi, qui dans son essai Le film noir, histoire et signification d'un genre populaire et subversif, revient sur le rôle tenu par les femmes dans le genre qui nous intéresse aujourd'hui. Et il poursuit. Condamnées à mener une vie étroite ou à vivre comme des vagabonds, incapables de se départir d'une méfiance généralisée, prisonniers d'une solitude incurable, les weak guys sont des somnambules brutalement réveillés par le contact brûlant d'une femme fatale. Là encore, on ne peut s'empêcher de penser à la paire Marlowe-Eileen Wade, tant c'est la jeune femme qui va, en faisant appel au détective, relancer l'intrigue. Hey, Mrs. Wade.
Enfin et pour terminer, il conviendrait de parler du travail si particulier de Vilmos Zsigmond sur le film. Le chef opérateur aux manettes pour certaines des plus grandes œuvres des années 70, comme Voyage au bout de l'enfer, Blowout ou Délivrance, innove ici de bien des façons. Grand complice d'Altman, il va poursuivre le travail accompli sur John McCabe en altérant une nouvelle fois la pellicule pour lui donner un aspect ancien et granuleux, renouvelant une méthode très particulière de flashage de la pellicule avec des filtres à effet brouillard pour rendre l'image diffuse. Ce procédé aura pour résultat de plonger notre détective Marlowe dans un monde nébuleux, aux contours de lumière tout à fait flous. Cet aspect cotonneux met encore plus le héros à distance du réel qui l'entoure. De même, cette photographie vaporeuse va rendre par effet de contraste encore plus violentes les scènes d'excès du film. On pense notamment à la bouteille de coca fracassée sur le visage de la maîtresse d'un malfrat rencontré par Marlowe. Si on ajoute à cela une caméra sans cesse en mouvement, des faits de zoom à de légers décadrages, ainsi qu'à l'utilisation de l'overlapping qui consiste à superposer les dialogues des personnages jusqu'à la cacophonie, on se rend compte que le détective, et donc le spectateur qui partage son point de vue, est plongé dans un monde qui le dépasse complètement. Un monde où malgré les apparences de soleil et de luxe, tout n'est que tromperie et trahison. Just play the piano. You don't ask what we're doing. Just play the damn thing. Honey, you gotta catch, let me just... Oh no. Here, come on. Is this the tune we're supposed to be doing? So long goodbye. There's a long goodbye, and it happens every day. No, for Jesus. You can Wait a minute. You can get to Boston. No. We're not Boston? We're not going to Boston. I don't even like it in Boston. You gotta be in Boston for one night. No. Can't we just cancel that and go right back on to the other thing? Wait. Hey, wait a minute. You missed. I missed when I was supposed to come in here. What the hell are you doing? You can get to Boston. There's a plane that leaves at 8:45. In the morning? C'en est fini pour ce numéro de Conversation secrète. Un grand merci à tous ceux de plus en plus nombreux qui suivent l'émission. Vous pouvez la retrouver sur l'ensemble des plateformes d'écoute de podcast, de Spotify à Deezer en passant par Apple, et suivre son actu sur les réseaux sociaux. Un grand merci à Maxime pour avoir prêté sa voix aux propos de Robert Altman. Robert Altman, à qui je laisse aujourd'hui le dernier mot. Finalement, The Long Goodbye, c'est l'histoire d'un homme qui perd son chat et son meilleur ami.